Mon fils a démoli les toilettes du collège à la masse, et je n'ai jamais été aussi fier de lui. J'ai dû quitter mon travail précipitamment à cause de Josh, mon fils de 13 ans, qui avait ravagé les toilettes des garçons, causant pour $30 000 de dégâts. Quand je suis arrivé au collège, Josh attendait devant le bureau de la principale Miller, les cheveux couverts de poussière de céramique, les jointures sanguinolentes sous des serviettes en papier. La secrétaire le regardait, tétanisée, tout en rédigeant son dossier d'exclusion. La principale Miller est sortie de son bureau, visiblement bouleversée, et m'a montré des photos sur sa tablette qui m'ont donné la nausée. On aurait cru qu'une explosion avait tout soufflé, chaque toilette pulvérisée, chaque lavabo arraché, des éclats de miroirs partout. Son professeur de maths, M. Harris, était là dans un coin, secouant la tête, l'air dépassé. Je ne comprenais pas ce qui avait pu pousser Josh à péter les plombs à ce point. Il avait toujours été un gamin irréprochable. C'était tout simplement atroce. Mon fils, celui qui dort encore avec une veilleuse et qui lit des histoires aux petits de maternelle pendant sa pause déjeuner. Josh, tu as intérêt à t'expliquer tout de suite avant que la police n'arrive, ai-je lancé, car la principale Miller m'avait déjà prévenu qu'elle les avait appelés. Josh s'est tourné vers M. Harris. Vous avez planqué des caméras dans les toilettes et vous filmez les élèves en direct pour des gens en ligne qui perdent pour regarder. La principale Miller a battu des paupières, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Josh, tu accuses gravement un enseignant. Là, M. Harris a lâché un rire forcé. C'est n'importe quoi. Ce gamin casse tout et invente des histoires pour s'en sortir. Je l'ai vu sur son téléphone pendant le cours de soutien, quand il est sorti faire des photocopies, a expliqué Josh en nous montrant des captures d'écran. Il y a un site où 40 personnes nous regardaient en direct pendant la récré et postèrent des commentaires dégueulasses sur les garçons dont ils voulèrent des vidéos privées. La principale Miller a pris le téléphone à contre-cœur, comme si elle espérait se tromper, mais son visage a changé en voyant les images. Les toilettes du collège filmées sous tous les angles, une fenêtre de chat pleine de pseudos et de messages. Ça peut venir de n'importe où, a balbutié M. Harris, visiblement nerveux. Rien ne prouve que ce sont nos toilettes. Là, c'est l'affiche de dinosaure que vous avez collée le mois dernier, a dit la principale Miller en désignant la capture. Et ça, c'est le nouveau distributeur de savon qu'on vient tout juste d'installer. J'ai reconnu un élève de la classe de Josh sur une capture d'écran prise la veille, avec des gens qui l'appelaient par son prénom, habitués à voir défiler les enfants aux mêmes heures chaque jour. Quelqu'un d'autre a très bien pu installer ses caméras, a tenté M. Harris, la voix de plus en plus aiguë. Ça pourrait être une blague d'élève. J'ai essayé d'en parler à la principale adjointe, mais elle m'a envoyé balader, elle voulait manger tranquille, a continué Josh, la voix tremblante. Il y avait de plus en plus d'enfants, dont ce petit en CE2 avec un t-shirt dinosaure qui déchaînait tout le monde sur le chat, les spectateurs demandaient des gros plans. Josh nous a montré une nouvelle capture. Regardez le pseudo qui contrôle les caméras, Mr.Hatch_Matt. Et là, quelqu'un l'appelle Harris dans le chat, et il répond. Le visage de M. Harris virait au cramoisi. Ça ne veut rien dire, n'importe qui peut utiliser ce nom. Je n'ai pas pu trouver toutes les caméras, a poursuivi Josh. Elles pouvaient être planquées dans les miroirs, les aérations, entre les carreaux ou dans les distributeurs de savon, partout. La seule solution pour être sûr, c'était de tout casser. La principale Miller scrutait maintenant le téléphone de Josh avec une attention renouvelée. Monsieur Harris, pour quelle raison Josh inventerait-il tout ça? Parce qu'il est perturbé, a lâché Harris, à bout de nerfs. Regardez ce qu'il a fait. Il fait une crise, c'est évident. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai pris la masse, a ajouté Josh en croisant mon regard. Il nous a montré d'autres captures où M. Harris prenait les commandes des spectateurs pour cibler certains enfants et promettait d'installer des caméras plus performantes. Les mains de la principale Miller se sont mises à trembler en lisant. « C'est insensé !» a balbutié M. Harris de plus en plus pâle, alors qu'une sueur froide perlait sur son front. « Vous n'allez quand même pas croire à... » « Silence !» l'a coupé la principale Miller. Puis elle s'est tournée vers Josh. Continue. Il y avait une liste d'élèves du primaire, rangés par niveau, avec leurs photos, leurs horaires de passage et les toilettes qu'ils fréquentaient selon leur classe. Monsieur Harris comptait étendre son système. Pourquoi je connaîtrais les emplois du temps des écoles primaires? A tenté Harris, la voix brisée. Parce que vous faites partie du comité informatique du district, a énoncé la principale Miller, très calme. Vous avez accès à toutes ces infos. La voix de Josh s'est brisée à son tour. Il avait entouré la photo de Mia sur la liste des maternelles, avec des notes disant que les plus petits rapportaient plus à certains acheteurs. Ma petite fille, qui devait faire sa rentrée dans 6 jours, et ce monstre prévoyait déjà de la filmer. La principale Miller a arraché le téléphone de la poche de M. Harris alors qu'il protestait. « C'est privé, vous n'avez pas le droit. »« J'en ai tout à fait le droit, » a-t-elle rétorqué glaciale. On voyait encore l'application de streaming ouverte. Cette fois, il n'y avait plus que des décombres à l'écran à la place des toilettes. Elle a commencé à fouiller dans les fichiers et son visage est passé du blanc au vert en découvrant des centaines de vidéos classées par date et par niveau. « Tu viens de détruire 30 ans de boulot !» a craché M. Harris à Josh, la haine éclatant dans sa voix, toute façade tombée. Des milliers de spectateurs en à peine 21 minutes.
La principale Miller composait déjà le numéro de la police, tandis que M. Harris, coincé entre nous et la porte, réalisait que tout était fini pour lui. Mais il gardait encore une dernière carte dans sa manche, à laquelle personne ne s'attendait. D'un bond, il s'est précipité sur son sac d'ordinateur dans un coin, et j'ai vu sa main s'agiter sur sa montre connectée, tout en hurlant à propos de sauvegarde, de serveur cloud, en disant qu'on ne pourrait jamais tout récupérer. La principale Miller s'est précipitée pour protéger le téléphone bourré de preuves, pendant que moi, je me jetais entre Harris et la porte. En un rien de temps, le bureau s'est transformé en champ de bataille, Harris tentant de me bousculer tout en bidouillant ses appareils, la principale Miller reculant pour mettre le téléphone à l'abri. Josh s'est levé d'un bond de sa chaise, malgré ses mains encore ensanglantées sous les serviettes, et a saisi le bras de Harris pour m'aider à le retenir. Harris a alors plaqué Josh contre le mur avec violence. Mon fils, l'épaule endolorie, s'est pourtant redressé aussitôt pour tenter de lui arracher son sac d'ordinateur. Dans son bureau, la principale Miller hurlait dans le téléphone, exigeant que la sécurité intervienne immédiatement, tandis que la montre et l'ordinateur de Harris émettaient des bips et d'incessants signaux d'alerte. J'ai planté mes pieds au sol et mobilisé toute ma force pour bloquer la porte, pendant que Harris essayait de forcer le passage et que Josh le ceinturait par derrière. À l'extérieur, la secrétaire criait qu'il fallait prévenir les secours et je l'entendais, la voix tremblante, donner l'adresse de l'école. Harris est parvenu à ouvrir son ordinateur portable et s'est mis à taper frénétiquement sur le clavier tout en tentant de se dégager. Josh a fini par lui arracher l'appareil qui s'est fracassé au sol. L'écran s'est fendu mais affichait encore un logiciel de prise de contrôle à distance, lançant des commandes de suppression. Le visage de Harris était écarlate. Il écumait de rage, hurlant qu'on portait atteinte à ses droits et qu'on détruisait ses affaires, accusant tout le monde. 2 policiers sont arrivés en moins de 3 minutes et lui ont immédiatement saisi les bras pour les lui passer dans le dos. Il continuait à vociférer à propos d'une saisie illégale et réclamait son avocat pendant qu'on lui passait les menottes. La principale Miller a montré son téléphone aux policiers et à moi. L'application en question avait disparu, mais l'historique du navigateur affichait des vignettes de notre salle de bain scolaire. J'ai eu un haut le cœur en reconnaissant, sur ces images partielles, des élèves de la classe de Josh présents lors des événements de l'école. Les fichiers en cache étaient toujours là, avec des horodatage datant du matin même, de la veille et de la semaine précédente. Un des agents a pris le téléphone avec précaution et l'a mis sous scellé comme pièce à conviction, tandis que l'autre lisait ses droits à Harris. Ce dernier n'arrêtait pas de répéter qu'il s'agissait d'un malentendu et exigeait la présence immédiate de son représentant syndical. Josh, tremblant, racontait aux policiers tout ce qu'il avait vu sur le téléphone de Harris durant les séances de tutorat, expliquant pourquoi il avait dû saboter la salle de bain pour stopper les caméras. Sa voix s'est brisée au moment de révéler qu'il avait retrouvé la photo de sa sœur sur la liste des cibles. J'ai déclaré aux policiers que je soutenais entièrement les actes de mon fils, malgré les dégâts matériels, car il avait agi pour protéger d'autres enfants. J'essayais de garder une voix posée, mais mes mains tremblaient tant que je les ai fourrées dans mes poches. Les policiers ont demandé à Josh de les suivre au commissariat pour déposer officiellement sa version des faits et j'ai répondu que nous viendrions. Harris, de son côté, s'est mis à hurler qu'il ne débloquerait aucun appareil sans son avocat. Les policiers ont acquiescé et placé tout son matériel sous scellé, y compris l'ordinateur cassé et la montre connectée. D'autres agents sont arrivés pour baliser la salle de bain saccagée comme scène de crime, tandis que le service informatique était appelé pour sécuriser tout le réseau de l'école. Une vingtaine de minutes plus tard, les parents ont commencé à affluer, alertés par des appels automatiques signalant un incident policier à l'école. Les abords du bureau se sont remplis de voix en colère, réclamant des explications sur la présence des forces de l'ordre. Certains parents ont reconnu Josh et moi, et ont voulu savoir si c'était bien lui qui avait détruit la salle de bain. La principale a dû sortir préciser qu'une réunion d'urgence aurait lieu dès le lendemain pour faire le point sur la situation. Depuis ma voiture, j'ai appelé Ariana et lui ai demandé d'aller chercher Mia plus tôt à la maternelle, sans donner de détails dans un premier temps. Mais lorsque je lui ai expliqué pour Harris, les caméras et le fait que Mia figurait sur la liste, elle est restée sans voix une dizaine de secondes, avant de s'emporter en disant que Josh aurait mieux fait d'appeler la police plutôt que de tout casser, comme n'importe qui l'aurait fait. Une conversation des plus agréables. Je me demande bien ce qu'il pense réellement. Nous avons eu une vive dispute sur la question de savoir s'il avait bien agi, tout en roulant vers le commissariat. Ariana répétait qu'il devait y avoir une meilleure solution, pendant que je lui expliquais que Josh avait d'abord tenté d'en parler au proviseur adjoint. Au commissariat, le soir même, une femme s'est présentée comme défenseur des enfants et a expliqué qu'elle resterait avec Josh lors de sa déposition pour garantir ses droits. Ils voulaient nous interroger séparément, mais j'ai catégoriquement refusé de laisser Josh seul après tout ce qu'il avait traversé aujourd'hui. La défenseur m'a prévenu que ma présence pouvait compliquer la situation sur le plan juridique, mais je n'en avais cure. Josh a fait une déposition complète dans un petit bureau équipé d'une caméra qui enregistrait tout pendant que la défenseure prenait des notes. Il a tout raconté, du téléphone de Harris au flux en direct, en passant par la reconnaissance de certains élèves de l'école. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a évoqué le petit garçon de CE2 avec le t-shirt dinosaure et l'excitation des spectateurs.
L'agent en charge de la déposition a dû faire des pauses, car Josh fondait régulièrement en larmes. J'ai moi-même dû revenir sur ce qui s'était passé dans le bureau et ce que j'avais vu sur le téléphone de Harris. On m'a demandé si je souhaitais porter plainte contre Harris pour avoir bousculé Josh. J'ai répondu sans la moindre hésitation que oui. L'inspectrice Deb Grimes, de la brigade de cybercriminalité, est arrivée vers 20h pour se présenter. Elle transportait 3 ordinateurs portables et une boîte pleine d'appareils de Harris, qu'elle a méthodiquement enregistrés comme pièce à conviction. Elle nous a expliqué que la suppression à distance avait sans doute affecté son espace de stockage principal sur le cloud, mais que bien souvent, les données subsistaient dans les fichiers temporaires et les dossiers de cache. Son équipe travaillait déjà à récupérer tout ce qu'il pouvait de l'ordinateur endommagé et des autres appareils. Vers 23h, l'inspectrice est revenue dans la salle d'attente où Josh et moi patientions, nos gobelets de café vides à la main, pour nous annoncer que son équipe avait découvert quelque chose. Elle nous a montré des tirages de conversations en ligne avec des horodatages et des pseudonymes, malgré les tentatives d'effacement de Harris. Les métadonnées révélaient des liens entre ses horaires de connexion à l'école et le début des diffusions pendant les pauses toilettes. Josh avait l'air livide en découvrant la preuve irréfutable de tous ceux qu'il avait observés, lui et ses camarades, pendant des mois. L'inspectrice Deb a reconnu que, même si les preuves n'étaient pas irréprochables, elles serviraient tout de même à renforcer le dossier contre Harris. Le lendemain matin, nous avons rencontré le substitut du procureur, Rajesh Ahmed, tassé dans son minuscule bureau au centre-ville. Il avait étalé sur son bureau les captures d'écran de Josh, juste à côté des rapports d'expertise, et nous a expliqué qu'ils auraient besoin de tout ça pour le procès. Rajesh nous a avertis, Harris allait engager des avocats chevronnés, contester chaque chef d'accusation et faire traîner l'affaire pendant des mois, voire des années. Josh a dû signer des autorisations pour que ses données et captures d'écran soient utilisées comme pièces à charge. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de l'inspectrice Deb qui m'a fait balancer mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Harris avait pu sortir grâce à sa caution, son avocat ayant convaincu le juge qu'il ne présentait aucun danger et qu'il était bien ancré dans la communauté. Le juge lui a tout de même interdit de s'approcher des écoles et des enfants, mais il restait libre en attendant le procès. Impossible de fermer l'œil en sachant que ce prédateur circulait dehors, certainement déjà en train de préparer son prochain mauvais coup. Le lendemain, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, saturé d'appels et de messages venus de numéros inconnus. Quelqu'un avait fait circuler des infos sur la destruction des sanitaires par Josh et sur ses motivations. La moitié des messages le portaient en héros pour avoir protégé des enfants. L'autre moitié le traitait de jeune violent qui méritait la prison. Les journalistes n'arrêtaient pas de nous solliciter pour des commentaires et certains débarquaient même chez nous, si bien que j'ai fini par débrancher le téléphone fixe et désactiver tous les réseaux sociaux. Le proviseur Miller a alors envoyé un mail à tous les parents pour annoncer que Harris était momentanément en congé, avec maintien de salaire, dans l'attente des résultats de l'enquête. Lors de la réunion suivante, les parents ont explosé, exigeant de savoir pourquoi il était toujours payé et depuis combien de temps l'école était au courant. Très vite, la réunion est partie en vrille. Ça criait dans tous les sens. Certains accusèrent l'école, d'autres la défendaient. 3 jours plus tard, nous avons reçu une lettre officielle nous informant que le conseil d'administration de l'école allait tenir une réunion d'urgence concernant la procédure disciplinaire visant Josh. Même s'il avait dénoncé Harris, il n'en restait pas moins qu'il avait détruit pour $30 000 de matériel scolaire. La lettre précisait que nous pouvions venir accompagnés d'un avocat et de témoins pour soutenir Josh. J'ai passé la nuit à rédiger en détail toutes les raisons pour lesquelles Josh n'avait pas eu d'autre solution que de s'en prendre à ses toilettes. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau du district pour déposer une demande d'accès aux documents administratifs susceptibles de contenir des plaintes ou signalements concernant Harris sur les 5 dernières années. L'avocat du district a tout tenté pour bloquer ma requête, prétextant que cela pourrait nuire à l'enquête pénale, mais je connaissais mes droits et j'ai insisté pour obtenir les documents. Après 3 heures de discussion houleuse, ils ont fini par accepter de traiter ma demande dans les délais légaux. L'après-midi même, l'inspectrice Deb m'a appelé avec de mauvaises nouvelles. Le représentant syndical de Harris avait déposé une requête. Selon l'avocat du syndicat, la saisie des appareils de Harris violait ses droits constitutionnels, car le proviseur Miller avait confisqué son téléphone sans mandat. Deb m'a expliqué que si un juge donnait raison au syndicat, certaines preuves cruciales pourraient être écartées et toute l'affaire en serait compromise. Elle travaillait avec Rajesh sur une réponse, mais nous a conseillé de nous préparer à des déconvenues. 2 jours plus tard, on a frappé à la porte. 2 femmes des services de protection de l'enfance, carnet en main, sont arrivées. Elles m'ont expliqué qu'elles avaient reçu un signalement évoquant le comportement violent de Josh à l'école et qu'elles devaient effectuer une visite de contrôle. J'ai essayé de leur expliquer l'histoire de Harris et des caméras, mais elles ont insisté. Elles devaient inspecter notre logement et interroger les 2 enfants. Josh s'est installé sur le canapé pour répondre à leurs questions pendant que les 2 femmes prenaient note de son état mental et s'assuraient qu'il se sentait en sécurité à la maison. Elles ont demandé s'il y avait des armes chez nous, si Josh avait déjà été violent.
Mia est sortie de sa chambre, un peu déboussolée par ces inconnus qui lui demandaient si son frère lui faisait peur. L'inspection a duré 3 heures. Elles ont passé chaque pièce au peigne fin et pris des photos de tout. Elles nous ont dit qu'elles rendraient leur rapport sous une semaine, mais je voyais bien qu'elles nous regardèrent d'un drôle d'œil. Le soir venu, Ariana et moi avons eu notre plus grosse dispute au sujet de ce qu'il fallait faire pour les enfants. Elle voulait les retirer immédiatement de l'école, faire l'école à la maison ou les inscrire dans le privé. De mon côté, je pensais qu'ils avaient besoin de garder un semblant de normalité et de continuer à voir leurs amis pour traverser tout ça. Nous avons débattu pendant des heures, elle en larmes, inquiète pour leur sécurité, moi refusant de céder à Harris en nous cachant. Josh nous a entendus nous disputer et est venu nous dire qu'il voulait rester à la maison pour l'instant, mais qu'il souhaitait que Mia continue d'aller à la maternelle. Finalement, on a trouvé un compromis. Josh suivrait les cours à distance temporairement, pendant que Mia finirait sa dernière semaine d'école avant d'entrer en primaire. Personne n'était vraiment satisfait, mais au moins, on avait arrêté de se crier dessus. Le lendemain matin, une journaliste s'est pointée chez nous avec une équipe de tournage pour recueillir la version de Josh. Je me suis retrouvé sur le pas de la porte face à la journaliste impeccable, micro sous le nez, et son caméraman déjà en train de filmer le jardin, là où le vélo de Josh était encore posé depuis la veille. Elle a insisté pour savoir si Josh avait déjà montré des signes de violence ou si la famille avait des antécédents psychiatriques. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien à déclarer et j'ai commencé à fermer la porte. Mais elle a bloqué l'embrasure avec son pied en lançant qu'il diffuserait le reportage le soir même, avec ou sans notre témoignage. Le caméraman a zoomé sur notre numéro de maison et sur la boîte aux lettres pendant qu'elle évoquait le jeune en difficulté, responsable de 30 000 $ de dégâts. J'ai fini par réussir à refermer la porte et, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, je les ai vus interviewer notre voisin, qui nous connaissait à peine, mais était visiblement ravi de passer à la télé pour dire que Josh lui paraissait discret et réservé. Ce soir-là, le journal local a diffusé un reportage qui présentait Josh comme un vandale instable, incapable de gérer sa colère, en affichant sa photo de classe juste à côté des images des toilettes ravagées. Moins d'1 heure après, quelqu'un avait déjà publié notre adresse sur la page Facebook de la chaîne d'infos, expliquant que tout le monde devait savoir où vivait l'enfant dangereux. À partir de 21 heures, des livreurs de pizza se sont succédés chez nous, avec des commandes qu'on n'avait jamais passées, et à minuit, on avait reçu 14 pizzas, plusieurs plats chinois et des sandwichs venus de 3 endroits différents. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Certains soufflèrent dans le combiné. D'autres murmuraient des menaces à l'encontre de Josh, jurant qu'ils s'occuperaient de lui s'ils le croisaient un jour. J'ai fini par débrancher la ligne fixe, mais ils ont retrouvé mon numéro de portable. Et les textos ont commencé à pleuvoir, parfois accompagnés de photos de notre maison prises depuis la rue. Le lendemain matin, la détective Deb m'a rappelé. Elle avait vu le reportage et nous a conseillé de garder toutes les preuves de harcèlement. Chaque commande de pizza, chaque appel. Elle nous a recommandé de changer nos habitudes et, si possible, de dormir ailleurs quelques nuits. Mais nous n'avions nulle part où aller, et il était hors de question de laisser des inconnus nous mettre dehors. 1 heure plus tard, Rajesh nous a téléphoné, furieux à cause du reportage, insistant sur le fait qu'une quelconque déclaration publique risquait de faire capoter l'accusation contre Harris. Il nous a expliqué que l'avocat de Harris exploitait déjà la couverture médiatique pour présenter son client comme un professeur dévoué victime d'un élève perturbé et que nous devions absolument rester silencieux. J'avais envie de hurler la vérité sur ce qu'avait fait Harris, mais Rajesh nous a assuré que les preuves parleraient d'elles-mêmes devant le tribunal et que tout commentaire de notre part ne ferait qu'alimenter la défense. 2 jours plus tard, nous avons rencontré l'avocate du district, Renata McIntosh, dans une salle de réunion qui sentait le café froid et la résignation. Elle s'est installée face à nous avec 3 dossiers et un bloc-notes rempli de chiffres sur les dégâts des toilettes, ne cessant de parler de vandalisme et de destruction, comme si Josh n'était qu'un adolescent mal intentionné armé d'une masse, et non un enfant qui avait essayé de protéger les autres. Elle a expliqué que le district pouvait porter plainte au pénal pour les dégradations, sauf si nous acceptions un plan de remboursement de 30 000 $. Je lui ai répondu qu'elle pouvait intenter toutes les poursuites qu'elle voulait, qu'un jury comprendrait en entendant parler des caméras, mais elle s'est contentée de sourire en rappelant que la justice avait son propre rythme. Harris a payé sa caution et reçoit désormais lui aussi des pizzas qu'il n'a jamais commandées. Toute cette histoire, qui au départ n'était qu'une affaire de toilettes cassées, s'est transformée en cauchemar juridique en un rien de temps. La détective Deb semble vraiment compétente, cela dit. Elle a glissé un accord de paiement devant moi, 500 $ par mois pendant 5 ans, mais je l'ai repoussé sans même le lire. La semaine suivante, nous avons emmené Josh voir Gregory Browning, un spécialiste des traumatismes chez les ados dont le bureau déborde de jouets et de livres. Josh s'est calé sur le canapé, triturant toujours les bouts d'essuie-tout qu'il avait gardés autour de ses doigts depuis ce jour-là, et n'a presque pas levé les yeux quand Gregory lui a parlé. Gregory lui a demandé de raconter ce qui s'était passé, et Josh a haussé les épaules, expliquant qu'il avait déjà tout raconté à tout le monde. Pendant presque 1 heure, il n'a répondu que par des monosyllabes ou est resté muet, tandis que Gregory prenait des notes et nous expliquait que c'était une réaction fréquente chez les victimes de traumatisme, que Josh aurait besoin de temps pour digérer tout ça et que le forcer à parler ne ferait qu'empirer la situation. Certains parents de l'école ont lancé une pétition sur Change.
orgue pour que Josh n'ait plus accès à l'établissement ni à ses événements, le traitant de dangereux et d'instable. 200 signatures sont tombées en une journée, avec des commentaires de parents qui disaient ne pas vouloir que leurs enfants soient en contact avec quelqu'un d'aussi imprévisible et violent. D'autres parents ont lancé une contre-pétition pour soutenir Josh, le présentant comme un héros qui avait protégé les enfants alors que les adultes n'avaient rien fait. Les groupes Facebook locaux sont devenus de vrais champs de bataille, chacun y allant de sa capture d'écran pour se moquer du camp adverse. L'école, de son côté, a envoyé un mail pour lancer une collecte de fonds destinée à réparer les sanitaires, demandant aux familles de donner ce qu'elles pouvaient. Ils ont même eu l'audace de nous appeler pour savoir si nous voulions contribuer, histoire sans doute de montrer qu'on faisait preuve de bonne volonté. J'ai raccroché au nez, et quasi aussitôt certains se sont mis à poster qu'on refusait d'assumer les actes de notre fils. On nous a traités de privilégiés, d'ingrats, et quelqu'un a même ajouté qu'on aurait dû s'estimer heureux que l'école ne porte pas plainte. Pendant ce temps, la police scientifique avançait sur les appareils de Harris et a retrouvé des données en cache qui avaient survécu à sa tentative d'effacement à distance. Ils sont tombés sur des historiques de conversations qui prouvaient que le pseudo de Harris était actif pendant des heures où il était censé donner cours. Les preuves techniques ont permis de reconstituer une chronologie montrant qu'il diffusait en direct pendant les horaires scolaires avec des dates et heures correspondant aux captures d'écran de Josh. Ils ont même retrouvé, sur une partition cachée du disque, des tableaux supprimés qui m'ont donné la nausée rien qu'en les lisant. Harris avait dressé des listes précises sur les horaires d'utilisation des toilettes de l'école primaire, indiquant pour chaque cabine et chaque lavabo l'emplacement optimal pour installer une caméra. Il avait analysé quels endroits offraient de la meilleure couverture tout en restant le moins visible depuis le couloir. Il notait aussi quelle classe utilisait quel sanitaire et à quel moment, en fonction des pauses déjeuner et des rotations de récréation. Lors de la réunion à huis clos du conseil d'administration ce mois-là, le principal Miller s'est tenu au pupitre pour montrer les captures d'écran de Josh aux 5 membres du conseil, qui semblaient tous rêver d'être ailleurs. Ils n'arrêtèrent pas de chuchoter à leur avocat, assis dans un coin à griffonner des notes et à hocher la tête avec une mine sévère. Le président du conseil a demandé si le district portait une part de responsabilité dans l'affaire et s'il était possible qu'ils aient pu déceler plus tôt les agissements de Harris. Leur avocat leur a alors recommandé de ne rien dire, qui pourrait être interprété comme un aveu de négligence ou de responsabilité vis-à-vis des actes de Harris. 3 jours plus tard, l'enveloppe contenant ma demande d'accès aux documents administratifs est arrivée. Je l'ai ouverte nerveusement sur la table de la cuisine, pendant que Josh avalait son bol de céréales. En découvrant les papiers, j'ai senti mes mains trembler. Noir sur blanc, une plainte vieille de 6 mois, signée par une mère qui expliquait que Harris avait mis son fils mal à l'aise en restant trop proche de lui aux urinoirs et en posant des questions déplacées sur son corps lors de l'aide aux devoirs de maths. En haut du document, le proviseur adjoint avait griffonné « non fondé, aucune preuve d'acte répréhensible » et avait classé l'affaire sans même rencontrer l'enfant. J'ai aussitôt appelé l'école pour connaître la date du conseil de discipline de Josh. On m'a appris que ce serait le mardi suivant à 16h. Tout le week-end, j'ai envoyé des mails aux professeurs pour solliciter des lettres de soutien, mais la plupart m'ont répondu qu'ils soutenaient Josh en privé, sans pouvoir l'écrire à cause de la politique du district. 2 enseignants ont tout de même accepté et ont rédigé des lettres évoquant l'aide que Josh apportait aux plus jeunes, tandis que le reste du corps enseignant est resté silencieux. Rajesh nous a appelés lundi matin pour nous convoquer dans son bureau. Il nous a accueillis autour d'un café et a pris le temps de nous expliquer la situation sans phare. Il a annoncé que les vidéos effacées étaient perdues pour de bon et qu'on ne pourrait pas les récupérer, mais que l'historique des conversations, les preuves d'achat et les captures d'écran réalisées par Josh suffisaient peut-être à obtenir une condamnation, à condition que le jury retienne nos éléments. Il a précisé que le dossier serait plus solide avec les vidéos, mais qu'il avait déjà vu des affaires moins étayées aboutir. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. J'ai passé des heures à farfouiller en ligne sur le passé de Harris et à faire d'autres demandes d'accès concernant ses fonctions dans les différentes commissions et ses achats avec l'argent du district. Les documents révélaient des dépenses étranges, des webcams haute définition déclarées comme fourniture de scolaires, des émetteurs sans fil présentés comme du matériel scientifique. Le mardi matin, une lettre recommandée de l'avocat de Harris est tombée, nous menaçant de poursuites pour diffamation et exigeant que nous cessions de parler publiquement de l'affaire. J'ai immédiatement appelé la détective Deb, qui m'a rassurée. C'est juste de l'intimidation. Il essaie de vous faire taire. Continuez à tout consigner et ne répondez jamais directement à son avocat. Elle m'a aussi annoncé que le site de streaming avait enfin répondu à leurs réquisitions avec des journaux d'adresses IP partielles montrant des centaines de spectateurs à travers le monde. La majorité utilisait des VPN pour masquer leur localisation, mais 17 adresses IP venaient de notre région. Il y avait donc des gens de notre propre communauté qui regardaient à nos enfants. Le lendemain matin,
La police s'est présentée chez Harris avec un mandat de perquisition et a retrouvé 3 disques durs externes planqués derrière des cartons dans le garage. Les disques étaient trop partiellement endommagés, manifestement frappés à coups de marteau, mais l'équipe scientifique pensait pouvoir extraire des données des parties intactes. 2 jours plus tard, ils ont appelé pour annoncer qu'ils avaient réussi à récupérer des fragments de vidéos remontant à 2 ans, preuve que ces agissements ne datèrent pas d'hier. Harris se comportait ainsi depuis son arrivée à l'école. À chaque nouvelle découverte, ma colère contre l'école qui avait fermé les yeux et laissé ce prédateur approcher nos enfants pendant des années ne faisait qu'augmenter. Gregory Browning a pris contact après la 3e séance de thérapie de Josh pour nous faire part de ses observations. Josh était constamment sur le qui-vive, vérifiait plusieurs fois les toilettes et culpabilisait de ne pas avoir dénoncé Harris plus tôt. Nous avons mis en place de nouvelles habitudes pour que Josh se sente en sécurité et Gregory n'a cessé de lui rappeler qu'il avait eu le courage de protéger d'autres enfants et qu'il n'était en rien responsable des actes de Harris. Ariana voulait immédiatement retirer les enfants de l'école et les inscrire dans le privé, mais je craignais qu'une telle décision envoie à Josh le mauvais message, celui de fuir au lieu d'affronter les personnes malveillantes. Nous en avons longuement débattu avant de convenir d'attendre la fin de la procédure pénale pour décider d'un éventuel changement d'établissement. De leur côté, les experts informatiques continuaient d'explorer les disques endommagés et retrouvèrent des tableaux listant le nom des élèves et les horaires d'utilisation des sanitaires, ce qui me donnait littéralement la nausée. Harris planifiait tout depuis des années, consignant méticuleusement quels enfants utilisaient quelle toilette et à quel moment ils étaient seuls. La détective Deb nous a informé qu'ils avaient aussi découvert des relevés financiers montrant que Harris recevait des paiements en crypto-monnaie de la part de spectateurs qui commandaient des vidéos ciblant certains enfants. Le conseil scolaire a convoqué une nouvelle réunion d'urgence, cette fois-ci à huis clos, et n'a laissé s'exprimer que leur avocat devant la presse. Celui-ci a récité un communiqué bien rodé sur la coopération totale du conseil avec les autorités et sur l'ouverture d'une enquête interne concernant d'éventuels manquements au règlement. Pendant ce temps, Josh a dû se présenter devant le conseil de discipline du district où 5 responsables, installés derrière une longue table, le regardaient comme s'il était coupable alors qu'il avait empêché un crime. Ils l'ont placé dans un programme d'enseignement alternatif pour le reste du semestre, officiellement à cause de dégradations matérielles, alors que tout le monde savait pourquoi il était passé à l'acte. Cette école alternative se trouvait à 40 minutes de route, remplie d'élèves réellement en difficulté, exclus pour consommation de drogue ou bagarre. Josh est rentré le premier soir avec son sac à dos déchiré et son argent de poche volé par des élèves plus âgés qui l'ont traité de balance. J'ai eu envie de foncer là-bas et de tout faire exploser, mais Josh m'a supplié de ne pas envenimer la situation. Ariana pleurait chaque soir, bouleversée par tout ce que cette histoire imposait à notre famille, pendant que je passais mes nuits à fouiller les archives juridiques et à remplir toujours plus de dossiers. L'enquête prenait de l'ampleur au fil des nouveaux éléments, et la détective Deb nous assurait que le dossier tenait la route, même sans les vidéos qui avaient été détruites. Le lendemain matin, mon chef m'a convoqué dans son bureau, a refermé la porte derrière moi, puis s'est installé devant son écran où s'affichait mon relevé de présence, listant tous les jours que j'avais manqué pour assister aux audiences, rencontrer les avocats ou accompagner Josh chez le psy. Il m'a annoncé que mon entretien annuel approchait et que tout cela risquait de plomber mon évaluation, donc pas d'augmentation cette année, voire même un avertissement sur mon dossier. Il m'a conseillé de prendre un congé sans solde le temps que ça se tasse, parce que l'entreprise avait besoin de quelqu'un de fiable à mon poste. Je suis sorti complètement abattu, conscient que chaque euro comptait avec les séances de Josh et le système d'alarme qu'on venait tout juste d'installer. 3 jours plus tard, il a fallu retourner à la commission disciplinaire de Josh au siège du district. 5 administrateurs alignés derrière une longue table, devant eux des piles de dossiers détaillant tous les dégâts dans les toilettes. Et Josh, coincé entre Ariana et moi, paraissait minuscule dans sa chemise. Ils ont énuméré tous les dégâts, brandissant des photos de WC arrachés, de lavabos explosés, de miroirs brisés. La responsable de la vie scolaire a reconnu qu'ils comprenaient notre situation, mais que 30 000 € de dégâts, ça ne pouvait pas passer. Ils ont confirmé que Josh serait placé dans un programme d'enseignement alternatif jusqu'à la fin du semestre. Ce qui voulait dire qu'on se tapait 40 minutes de route matin et soir vers un établissement rempli d'élèves exclus pour violence ou consommation de drogue. Josh triturait nerveusement une serviette en papier autour de ses doigts, sans un mot face à la psychologue. Ce genre de détail me fait vraiment me demander ce qui se passe dans sa tête, perdu au milieu de ce chaos. Ses mains tremblaient au moment où on nous a remis les documents, mais au moins, ils n'étaient pas renvoyés définitivement. La réunion publique à la mairie cette semaine-là a tourné au pugilat. L'auditorium était plein à craquer de parents furieux, exigeant de comprendre comment Harris avait pu agir aussi longtemps sans que personne ne s'en rende compte. Les membres du conseil scolaire, sur scène, se contentèrent de discours vides sur les contrôles internes et de promesses de nouveaux protocoles de sécurité. Quelqu'un du fond de la salle a hurlé que tout le conseil devrait démissionner pour ne pas avoir protégé les enfants. Une autre mère s'est levée pour raconter que son fils avait un comportement étrange à propos des toilettes depuis des mois et qu'elle comprenait enfin pourquoi. Les gens criaient pour savoir qui était responsable, pendant
pendant que les membres du conseil cherchaient visiblement à se faire tout petits. Après la diffusion du reportage, d'autres élèves ont commencé à parler. Rajesh m'a appelé pour me dire que 3 anciens élèves l'avaient contacté, affirmant qu'eux aussi avaient subi des choses de la part de Harris. L'un, désormais étudiant, a raconté que Harris le gardait après les cours soi-disant pour l'aider, puis adoptait des gestes déplacés. Un autre a expliqué que Harris avait pris des photos de lui pendant qu'il se changeait pour le sport, alors qu'il était censé surveiller. Rajesh m'a dit que tout cela montrait qu'il s'agissait bien d'un schéma de comportement, mais que ça voulait aussi dire que d'autres jeunes traumatisés devraient témoigner si l'affaire aboutissait au procès. 2 semaines plus tard, alors que je faisais les courses, un inconnu est venu m'aborder sur le parking. Il m'a dit que Harris voulait régler ça discrètement si on ne réclamait pas trop de dommages. J'ai aussitôt prévenu la détective Deb, qui m'a demandé de noter tout ce dont je me souvenais. L'apparence de l'homme, ses propos. Elle a enregistré cette tentative comme une violation de l'ordonnance de protection, puisque Harris n'avait pas le droit de nous contacter, même par intermédiaire. Le juge a validé et a autorisé de nouvelles perquisitions sur la base de cette infraction. Les enquêteurs ont eu accès au compte bancaire de Harris et ont découvert plusieurs comptes cachés. Ils ont aussi pu récupérer son stockage en ligne, qu'ils pensaient avoir effacé, et ont commencé à y trouver d'autres preuves, dont des dossiers cryptés avec des mots de passe qu'ils tentèrent de casser. La police scientifique a retrouvé des factures montrant que Harris avait acheté 12 caméras espions différentes en 2 ans en piochant dans le budget informatique de l'école. Il les avait déclarées comme matériel pédagogique pour filmer des exposés, mais les modèles correspondaient exactement à ceux retrouvés en morceaux dans les toilettes détruites. L'enquête administrative révélait que tout cela remontait à bien plus loin, prouvant qu'il préparait son coup depuis son arrivée au comité informatique. Un agent d'entretien, Carl, a contacté la détective Deb pour raconter ce qui s'était passé l'été dernier. Harris s'était porté volontaire pour superviser les travaux dans les toilettes, ce qui n'était pas du tout son rôle, et posait beaucoup de questions sur l'emplacement du nouveau matériel et le fonctionnement de la ventilation. Carl avait trouvé ça bizarre sur le moment, mais pensait qu'il s'ennuyait pendant les vacances. Maintenant, il comprenait que Harris cherchait en fait les meilleurs recoins où planquer des caméras sans qu'elles soient repérées pendant le ménage. Renata McIntosh a tenu une conférence de presse devant l'école, affirmant que le district n'avait jamais reçu de signalement crédible concernant Harris et que toutes les procédures avaient été respectées. Je l'ai vu mentir effrontément à la télévision et, fou de rage, j'ai mis en ligne les documents FOIA qui montraient qu'une plainte avait bel et bien été ignorée 6 mois plus tôt. Les médias locaux s'en sont tout de suite emparés, dénonçant l'inaction du district. Renata a tenté de se défendre en disant que la plainte manquait de détails, mais plus personne n'était dupe. Ce soir-là, quelqu'un a publié notre adresse sur un forum nauséabond, accompagné d'un message accusant notre famille d'avoir ruiné la vie d'un innocent. Les commentaires étaient envahis de menaces à peine voilées sur ce qu'on voulait nous faire. J'ai tout de suite prévenu la police, qui a intensifié les patrouilles dans notre rue, tout en nous expliquant qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus contre les menaces en ligne. Nous avions installé plus de caméras autour de la maison et commencé à changer nos itinéraires pour aller au travail et à l'école. Ariana a arrêté de laisser Mia jouer dans le jardin de devant et il a fallu expliquer à notre petite pourquoi il fallait se méfier des inconnus sans trop l'effrayer. Le lendemain matin, l'enquêtrice m'a appelé pour me dire qu'elle avait récupéré de nouveaux dossiers sur les disques endommagés d'Harris et voulait me montrer quelque chose d'important. J'ai pris la voiture pour aller au commissariat pendant qu'Ariana restait à la maison avec les enfants. Deb, la détective, m'attendait sur le parking, visiblement épuisée, et m'a emmené dans une salle de réunion où la table croulait sous des cartons remplis de captures d'écran imprimées. Elle m'a montré un dossier marqué de la date de la semaine suivante. À l'intérieur, il y avait des notes très précises sur les élèves de maternelle, jusqu'aux horaires de passage aux toilettes et au moment où certains enfants se retrouvaient seuls. Le nom de Mia était entouré 3 fois, avec des commentaires sur sa petite taille et le fait qu'elle devait commencer lundi matin dans la classe de Madame Curtis. J'ai senti la pièce basculer et me suis cramponné à la table alors que Deb m'apportait un verre d'eau. Elle m'a montré les horodatage qui prouvaient que Harris avait encore actualisé ses fichiers 2 jours seulement avant que Josh ne détruise les toilettes. Sans l'intervention de Josh, Mia aurait été filmée dès sa première semaine d'école. J'ai réussi à regagner ma voiture avant de m'effondrer complètement et je suis resté assis là, sur le parking, à pleurer comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de mon père. Au bout de 20 minutes, Deb est venu toquer à la vitre pour prendre de mes nouvelles et m'a annoncé qu'il comptait ajouter d'autres chefs d'inculpation grâce à ces nouvelles preuves. 3 semaines plus tard, nous étions au tribunal pour l'audience préliminaire de Harris, où son avocat a plaidé pour que toutes les preuves soient écartées, arguant que le principal Miller n'avait pas le droit de fouiller le téléphone de Harris sans mandat, ce qui rendait tout ce qui avait été trouvé irrecevable. Harris, bien habillé, affichait un sourire arrogant pendant que son avocat parlait de violation du 4e amendement et de saisies illégales. La juge a écouté attentivement et a posé des questions précises sur ce qui s'était passé dans le bureau du principal. Rajesh a soutenu qu'Harris avait été pris sur le fait en pleine commission d'actes graves sur des enfants, ce qui justifiait une intervention d'urgence.
La juge a suspendu l'audience pour examiner la jurisprudence et, à son retour, l'air grave, a déclaré que même si la saisie du téléphone posait question, les captures d'écran réalisées indépendamment par Josh restaient recevables. En revanche, la plupart des éléments directement extraits du téléphone d'Harris ne pourraient pas être utilisés au procès à cause des circonstances dans lesquelles ils avaient été obtenus. Rajesh est venu nous voir ensuite pour nous expliquer que c'était un revers, mais que l'affaire n'était pas pour autant compromise. Il nous a rassurés. Il lui restait les captures d'écran de Josh, les preuves d'achat qui montraient qu'Harris avait acheté des caméras avec les fonds de l'école, ainsi que les témoignages du personnel d'entretien sur son comportement suspect. Dans les jours qui ont suivi, il a interrogé d'autres élèves qui avaient remarqué des attitudes étranges d'Harris près des sanitaires. Un enfant se rappelait l'avoir vu manipuler des plaques du plafond pendant la classe. Un autre l'avait aperçu transportant de petites boîtes dans les toilettes après la fin des cours. Rajesh a réussi à reconstituer l'emploi du temps et les achats d'Harris, ce qui dressait un tableau très parlant, même sans les preuves du téléphone. Entre-temps, plusieurs avocats se sont mis à appeler à propos de plaintes civiles contre le district scolaire pour manquement à la sécurité des élèves. 5 familles ont porté plainte en une semaine, réclamant réparation pour le traumatisme subi et la négligence du district dans la surveillance d'Harris. L'assureur du district est alors entré en scène et, soudain, il n'était plus question que d'accord à l'amiable et de limitation de responsabilité. Renata McIntosh nous a appelés pour nous proposer de régler discrètement une éventuelle réclamation, à condition que nous ne parlions pas publiquement de l'affaire. Nous lui avons répondu de s'adresser à notre avocat, puis avons raccroché. Le bureau du procureur nous a ensuite contactés avec une nouvelle inattendue concernant les poursuites pour dégradation contre Josh. Ils proposaient ce qu'ils appelaient une poursuite différée. Josh pourrait effectuer des travaux d'intérêt général et suivre un accompagnement psychologique sans être poursuivi devant la justice. S'il remplissait toutes les conditions, l'affaire serait classée sans suite, comme si rien ne s'était passé. Nous avons accepté sans hésiter et Josh a commencé à voir Gregory Browning 2 fois par semaine pour discuter de tout ce qu'il avait vécu. Gregory nous a aidés à mettre en place de nouvelles routines pour que les enfants se sentent en sécurité sans pour autant vivre dans la peur. Nous avons installé de meilleures serrures, modifié nos trajets vers l'école, instauré des horaires de vérification dans la journée. Ariana et moi avons dû organiser nos emplois du temps pour qu'il y ait toujours un adulte présent si les enfants avaient besoin de nous. Josh a commencé ses travaux d'intérêt général à la bibliothèque où il donnait des cours d'informatique aux seniors tout en travaillant sur son traumatisme avec l'aide de Gregory. Celui-ci disait que Josh s'en sortait très bien vu les circonstances. 2 mois après le début de l'affaire, la principale Miller a envoyé un mail à tous les parents pour annoncer qu'elle partirait à la retraite à la fin du semestre. Elle écrivait qu'il était temps de laisser la place à une nouvelle équipe après 30 ans de carrière, mais tout le monde savait ce qui se cachait derrière ce départ. La directrice adjointe, qui n'avait pas voulu écouter l'avertissement de Josh, a été déplacée vers un poste administratif au bureau du district, où elle ne pourrait plus ignorer d'autres élèves. Le conseil d'administration de l'école a tenu des réunions d'urgence pour revoir les protocoles de sécurité et réfléchir à de nouveaux systèmes de surveillance dans les sanitaires. Les parents exigeaient des explications sur la façon dont tout cela avait pu durer aussi longtemps sans que personne ne s'en rende compte. Puis l'avocat d'Harris a contacté Rajesh pour proposer un accord afin d'éviter un procès. Harris accepterait de plaider coupable à des chefs d'accusation allégés et serait condamné à une peine de 8 à 12 ans de prison, à condition que nous ne réclamions pas la peine maximale. Rajesh nous a expliqué qu'en acceptant cet accord, Josh et les autres victimes seraient épargnés de devoir témoigner devant le tribunal et de revivre ce qu'ils avaient traversé. Il a aussi souligné qu'un procès reste toujours imprévisible, alors qu'avec cet arrangement, Harris était certain d'aller en prison pour un bon moment. On a passé des heures à en discuter avec Josh, qui disait simplement vouloir tourner la page et reprendre sa vie. Les autres familles ressentèrent la même chose. Personne n'avait envie que ses enfants soient interrogés par l'avocat de Harris. Josh, qui donne des cours d'informatique aux seniors pour le service à la communauté tout en essayant de surmonter son traumatisme, voilà un vrai pas en avant. Passer du gamin qui tenait tête à tout le monde à celui qui enseigne avec patience, il montre plus de maturité que bien des adultes qui l'ont laissé tomber. Après 3 jours éprouvants de discussion, on a dit à Rajesh qu'on acceptait le deal. Josh avait l'air soulagé quand on lui a annoncé qu'il n'aurait pas à témoigner, et il a même dit qu'il espérait enfin pouvoir arrêter de faire des cauchemars à propos de ce jour-là. 3 semaines plus tard, à l'audience pour valider l'accord, la salle était pleine à craquer. Je tenais Josh entre Ariana et moi, tandis que Harris, en combinaison orange, restait assis à la table de la défense. La juge a pris le temps de lire chaque chef d'accusation et Harris devait répondre « coupable » à chaque fois, pendant que Josh me broyait la main un peu plus fort à chaque aveu. 8 à 12 ans, c'était la peine recommandée, mais certains parents derrière nous murmuraient déjà que ce n'était pas assez pour tout ce qu'il avait fait vivre à leurs enfants. Le juge a accepté le plaidoyer et a fixé la date de la condamnation à 2 semaines plus tard, en précisant que les victimes pourraient, si elles le souhaitaient, prendre la parole pour exprimer l'impact de ce qu'elles avaient subi. Dans la voiture, Josh a dit qu'il voulait parler ce jour-là, même si Ariana trouvait que ce serait trop dur pour lui. On a passé les 2 semaines suivantes à préparer son texte avec Gregory, à répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il se sente prêt. Le jour de la condamnation, il y avait encore plus de monde dans la salle, et quand on a appelé Josh, ses mains tremblaient, mais sa voix ne vacillait pas.
Il a expliqué que s'il avait cassé les toilettes, c'était pour protéger des enfants incapables de se défendre et qu'il recommencerait sans hésiter pour leur sécurité. J'ai vu Harris qui fixait la table sans bouger et quand Josh a eu fini de parler, la salle est restée muette, hormis quelques parents en larmes. La juge a condamné Harris à 10 ans de prison, avec possibilité de sortie après 7 ans. Puis, il a été emmené menotté tandis que Josh le suivait du regard, comme débarrassé d'un énorme poids. 2 jours plus tard, Rajesh nous a annoncé que le district proposait de solder toutes les plaintes civiles, avec un fonds conséquent pour accompagner les victimes et mettre en place de nouvelles règles de sécurité dans les écoles. L'accord comprenait une clause de confidentialité qui nous interdisait d'en parler publiquement, mais au moins, cela permettrait de financer des années de thérapie pour Josh et d'autres enfants. On a signé, parce que nos enfants avaient surtout besoin d'aide, bien plus que de pouvoir s'exprimer dans les médias, et le district reconnaissait enfin sa part de responsabilité. Le mois suivant, les enfants ont fait leur rentrée dans de nouveaux établissements. Mia en primaire privée à l'autre bout de la ville, Josh dans un programme spécialisé pour les enfants ayant subi des traumatismes. Le premier jour a été compliqué. Mia a beaucoup pleuré. Ses anciens camarades lui manquaient, et Josh a refusé d'utiliser les toilettes de sa nouvelle école. J'ai dû quitter le travail plus tôt à 3 reprises cette semaine-là, à cause des appels des écoles pour des crises d'angoisse. Mon chef a fini par me prendre à part pour me dire que mes absences posaient problème à l'équipe et qu'il faudrait que je revoie mes priorités. La semaine suivante, j'ai pris un poste de nuit dans un entrepôt moins bien payé mais qui me permettait d'être là en journée si les enfants avaient besoin de moi. L'argent a vite commencé à manquer avec la baisse de salaire et les frais de l'école de Mia, même avec l'aide financière reçue. On a acheté uniquement des produits premier prix, on a coupé l'abonnement télé et je travaillais les week-ends quand Ariana pouvait garder les enfants. Les séances de thérapie avec Grégory faisaient du bien à Josh, mais les progrès étaient lents. Certains jours, il ne disait presque rien. D'autres fois, il arrivait à avancer. Mia, de son côté, a commencé à avoir des accidents à l'école parce qu'elle avait peur d'y aller seule et l'institutrice devait l'accompagner aux toilettes à chaque fois. Un après-midi, la détective Deb nous a appelés pour dire qu'ils avaient identifié 12 spectateurs locaux grâce aux adresses IP et au paiement, mais que la plupart utilisaient de fausses identités. Elle nous a expliqué que les dossiers étaient en cours mais que ce genre d'enquête prenait un temps fou et que certains ne seraient sans doute jamais retrouvés à cause des techniques utilisées pour se cacher. Les mois ont passé, rythmés par les rendez-vous chez le psy, les réunions scolaires, mes nuits de travail et mes tentatives de dormir dans une maison trop silencieuse. Josh s'est rapproché d'un autre garçon du programme qui avait vécu quelque chose de similaire, et ils ont commencé à déjeuner ensemble, ce qui semblait vraiment encourageant. L'institutrice de Mia disait qu'elle progressait bien en classe, mais que l'angoisse des toilettes et les situations sociales restaient compliquées. 6 mois après le début de toute cette histoire, notre nouvelle routine était bien installée. Josh voyait Grégory chaque semaine et faisait ses devoirs à la bibliothèque plutôt que dans sa chambre. Mia n'allait aux toilettes de l'école que si sa copine spéciale l'accompagnait, et la plupart du temps, elle redormait avec nous la nuit. Avant de partir travailler, je vérifiais 3 fois les serrures et j'avais installé des caméras à chaque entrée, même si Ariana trouvait que j'en faisais trop. On avait trouvé notre équilibre. Josh s'adaptait bien à son programme et Mia avait une bonne amie qui venait souvent jouer à la maison. Ce matin-là, en l'accompagnant à l'école, Mia m'a montré le mur du couloir où il y avait exactement la même affiche de dinosaure que dans son ancienne école. Elle a éclaté de rire en lançant « Josh ne pourrait plus voir cette affiche en peinture aujourd'hui ». Puis elle a proposé « Tu veux qu'on aille manger une glace après l'école comme avant ?» Sa façon de dénicher des instants de normalité au beau milieu de notre vie chamboulée m'a fait croire qu'on finirait peut-être par s'en sortir, même si tout serait forcément différent. Merci d'avoir passé ce moment avec moi à explorer autant de questions. C'est toujours fascinant de voir où la curiosité peut nous mener. À très vite, et pensez-y, un petit like sur la vidéo, ça fait vraiment la différence.